ce sujet de la médiation, c'est un sujet très vaste. Il nous semblait quand même important parce qu'il y a plein de gens qui ignorent en fait ce que ça veut dire. Alors, Ouda, on commence par toi. La médiation en santé, qu'est-ce que c'est exactement que la médiation en santé? Comment tu la définis? Comment elle se définit? Alors, la médiation en santé, donc pas la médiation sanitaire, la médiation en santé, c'est une démarche qui s'incarne par des personnes, donc on appelle médiatrices ou médiateurs en santé. Ces personnes ont d'abord pour mission de créer le lien de confiance avec des personnes qui sont éloignées du système de santé. Ça, c'est vraiment la première étape. Et puis par la suite, elles vont essayer de construire ce lien entre ces personnes qui sont éloignées du système de santé et les acteurs du système de santé. C'est ce qu'on appelle une démarche de médiation en santé. Très bien. Et alors, ce sujet, parce que quand on regarde, on a l'impression que c'est un sujet qui est quand même un sujet à la fois récent et à la fois vieux. C'est quoi un peu l'histoire de la médiation? Alors, ça date, ça ne s'appelait pas médiation en santé, ça date du tout début de l'épidémie de VIH, dans les années 80, où il fallait vraiment faire attention à la spécificité que vivaient les personnes vivant avec le VIH à l'époque, où il fallait les accompagner face à des acteurs du système de santé qui n'étaient pas encore en maîtrise de la pathologie. Ça a pris plus corps avec des initiatives, notamment les adultes relais. Et puis on en parle de manière un peu plus spécifique depuis les années 2005-2010, où ça s'incarne de plus en plus, où ça se professionnalise de plus en plus. Et donc effectivement, c'est un vieux sujet, mais aujourd'hui, face au nombre grandissant de personnes qui se sentent exclues de ce système de santé, c'est une thématique fortement actuelle. Est-ce que tu as l'impression que le Covid a été un accélérateur sur le sujet? Le Covid a pu être un accélérateur sur le sujet parce que le Covid a impliqué une démarche très forte d'aller vers des personnes. Et donc cette démarche d'aller vers les personnes est le fondement même de la démarche de médiation en santé. Donc elle a pu pousser un petit peu effectivement vers la connaissance de cette démarche. Si ce n'est que ce n'est pas que des professionnels de santé qui vont, c'est des personnes ayant une dimension plus socio-culturelle. Et en fait, en préparant, c'est donc toute cette dimension holistique, on aura l'occasion d'en reparler, et la prise en charge de la personne dans toute sa dimension. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on s'est dit que pour planter le décor, on fait court, vous avez tout sur le site, et puis il y a une mission qui a été mise en place, on en reparlera, mais c'est d'emblée intéressant de pouvoir se dire, mais ça sert à quoi la médiation en santé? Parce qu'on voit là, tu me l'as décrit, on a la chance d'être accompagné par Phare. François, tu as une expérience, tu es sociologue, vous êtes une équipe d'anthropologues, vous travaillez sur les sujets. Finalement, quand vous nous avez regardé dans le rétroviseur, parce que vous avez regardé plus de 16 équipes, qu'est-ce qu'on ressort comme impact? Quand vous regardez les sujets, ça donne quoi la médiation? Ça sert à quelque chose? Ça sert à rien? Quels sont les impacts? C'est une très bonne question, c'est une question qui est très large également. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Finalement, la mauvaise nouvelle, c'est que la médiation en santé, on l'a dit un petit peu, c'est beaucoup de personnes différentes. C'est des professionnels de santé, c'est des personnes qui font de l'aller vers avec de la médiation socioculturelle, etc. C'est des personnes qui sont plus ou moins éloignées aussi du système de santé. Donc beaucoup de populations, de parties prenantes différentes, beaucoup d'actions et de pratiques aussi qui sont différentes évidemment. C'est pas encore plus homogène en fait la médiation en santé, donc c'est d'autant plus difficile d'en dire un petit peu un impact ou deux impacts, trois grands impacts. En plus, on a un contexte évidemment qui est évolutif, une pandémie, une augmentation de la précarité sociale, c'est des choses qui renforcent en fait les besoins, donc des besoins qui évoluent. Et par ailleurs, c'est aussi des objectifs qui sont extrêmement variés. Si on liste un petit peu les choses, la médiation en santé peut servir à générer du lien, à participer à un changement des représentations et des pratiques, à faire de l'empowerment aussi, à lutter contre les inégalités sociales. Donc bref, c'est facile de dire entre guillemets ce qu'on fait quand on fait de la médiation, c'est difficile de dire à quoi ça sert. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a différentes manières de s'y prendre pour travailler sur un petit peu finalement à quoi ça sert la médiation en santé. La première, c'est qu'on peut s'appuyer sur la littérature scientifique sur le sujet. Et de ce point de vue, autant en France, il n'y a pas énormément de choses à ce stade qui existent et qui ont été faites, des recherches académiques qui ont été faites sur le sujet. Autant à l'international, il y a ce qu'on appelle le community engagement, qui est un peu l'équivalent finalement de la médiation en santé en France, mais à l'international. Donc évidemment, ce n'est pas exactement la même notion, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus aujourd'hui. Et qui montre qu'il y a la littérature montre qu'il y a 5 impacts majeurs de cette médiation en santé quand elle est vue par le volet international. Les premiers impacts qui sont complémentaires finalement, des grands piliers, ce sont que la médiation en santé, ça permet d'avoir des comportements qui sont plus favorables à la santé, qui permettent d'accéder aux services de soins évidemment, et qui permettent d'améliorer aussi la littératie sanitaire, c'est-à-dire la manière dont on va décoder finalement ce que notre environnement sanitaire.
Donc tout ça, ça conduit à évidemment une amélioration de la santé des personnes, ce qui est peut-être le plus évident en tant que tel. Mais ça permet aussi, et c'est ce que démontrent les évaluations de programmes à l'échelle internationale, d'avoir une meilleure planification des questions de santé publique, une amélioration finalement des politiques publiques qui prennent mieux en compte la question de la médiation de santé. Ça, c'est la littérature scientifique, on va dire. Et puis, à l'échelle plus nationale et sur des travaux plus empiriques, avec évidemment la fondation MNH, on a mené... Vous avez fait quelques exemples alors. Quelques exemples. Donne-nous un ou deux exemples. Pas tant des exemples à ce stade, mais un peu de montée en généralité. Oui. On a évalué un petit peu plus d'une quinzaine, on va dire, de projets qui sont soutenus par la fondation MNH. On en retire un petit peu de manière transversale, si on analyse de manière croisée un petit peu ces différents projets, les évaluations qui en ressortent, 5 grands impacts. Le premier, c'est qu'on a un renforcement des connaissances théoriques et une évolution positive des pratiques et des comportements des professionnels de santé par des projets de formation, mais aussi parce que, par exemple, quand il y a des bénévoles qui viennent intervenir dans le milieu hospitalier, ça fait évoluer aussi les pratiques des professionnels qui interviennent. Deuxième impact, c'est sur l'accompagnement, une évolution de l'accompagnement des bénéficiaires qui se place plus dans une logique de parcours, et donc il y a un phénomène de sécurisation des parcours grâce aux pratiques et aux projets de médiation en santé. Le troisième impact, c'est un mieux vivre social et psychologique pour les personnes qui sont vraiment bénéficiaires, parce qu'il y a plus de socialisation, parce qu'il y a une meilleure reconnaissance sociale aussi des personnes bénéficiaires. Un quatrième impact sur le renforcement des informations et des pratiques de prévention, c'est-à-dire qu'il y a une meilleure compréhension, un meilleur positionnement, une meilleure valorisation de la prévention grâce à la médiation, au projet de médiation en santé. Et puis dernier point qui n'est pas anecdotique, c'est la mise en visibilité et un petit peu un phénomène de défense des publics qui sont les plus vulnérables parce qu'ils sont plus visibles et plusieurs organisations qui sont lauréates de la fondation MNH font un travail de plaidoyer qui est extrêmement important pour aussi mettre à l'agenda des personnes et des groupes sociaux qui sont un petit peu plus défavorisés et moins, dont l'accès aux soins est moins évident. Merci. Donc c'est à la fois compliqué, mais à la fois quand on regarde, il y a quand même de quoi, il y a de la matière. Existent, bien sûr. Est-ce que tu peux rapidement nous donner un exemple ? Donne-nous un exemple qui permet de montrer voilà, ce que vous avez découvert en même temps à travers cette évaluation d'impact quand on regarde sur le terrain. Je peux en donner plusieurs, des exemples ? Non, un seul. Un exemple. Un seul. Alors, je suis garant du temps et je suis surveillé. Très bien. Dans ce cas, je vais vous parler sous couvert de Lavinia Rouchini qui est là et qui représente l'association Le Nid en Martinique sur laquelle j'ai eu le plaisir de travailler. Donc il y a un projet qui exemplifie finalement des actions de sensibilisation et de prévention des publics sur des thématiques de santé. Le Nid en Martinique accompagne des femmes qui sont en situation de prostitution et qui rencontrent différentes problématiques, difficultés d'accès aux soins, d'accès aux droits d'une manière plus générale. Et ce qu'on a pu constater en faisant l'évaluation finalement de ce projet qui s'appelle Integra Plus, c'est qu'on a une plus grande autonomisation des femmes, et notamment qui sont des femmes issues de l'immigration et des pays latino-américains, qui donc ont des difficultés d'accès au système hospitalier parce que difficultés de maîtrise du français, etc., entre autres. Et donc meilleure information sur elles-mêmes, sur leur corps, sur les pathologies dont elles peuvent souffrir. Meilleure prise en charge, amélioration de la qualité de leur prise en charge parce qu'elles peuvent accéder à différents professionnels de santé, etc. Et donc, in fine, une plus grande autonomisation finalement des femmes dans leur parcours de soins et donc qui sont outillées finalement pour davantage se débrouiller seules sur ces questions-là. Très bien, merci. On voulait, par ces deux interventions, déjà vous dire, voilà le cadre, et puis quand on regarde sur le terrain, en gros, ça sert à quelque chose. Manifestement, il y a des impacts, donc merci beaucoup. Et donc, on va pouvoir continuer le débat. Merci. Donc, j'attaque tout de suite par toi, Olivier. Tu as une grande expérience, tu es un des fondateur d'un diplôme universitaire. La médiation en santé, donc c'est une longue histoire pour toi. Tu peux nous raconter un peu comment tu es venu et si tu fais le bilan, où est-ce qu'on en est ? Est-ce que tu es déçu, tu n'es pas déçu ? Est-ce que tu as l'impression que ça a été aussi vite que d'imaginez ou est-ce que finalement il y a des freins ? Moi, je suis dans la phase de l'enthousiasme du début. La médiation en santé, si on part du terrain, c'est un constat. Que tous les médecins libéraux hospitaliers font, c'est qu'il y a un certain nombre de leurs patients qui ne font pas leur parcours de soins. Et pire, il y a un certain nombre de patients qui ne viennent pas jusqu'au médecin. Et ça, c'est une des grandes difficultés de la médiation en santé, de la prise de conscience des soignants de l'intérêt de la médiation en santé. C'est que les patients qui ne viennent pas jusqu'à nous, par définition, on ne les connaît pas. Et la médiation en santé, elle est là pour aider ces patients qui sont éloignés du soin, selon la terminologie un petit peu à la mode actuellement, qu'on peut appeler vulnérables, à faire leur parcours de soins.
Ce qui veut dire que la médiation en santé, même si elle est traditionnellement, ou de la rappeler, issue, alors si on parle de l'histoire récente, du VIH et peut-être plus facilement de la vulnérabilité chez des migrants qui maîtrisaient pas bien le français, qui avaient des codes culturels peut-être un petit peu différents ou des représentations un petit peu différentes, en fait la médiation en santé a la vocation à diffuser dans tous les champs de la santé. Moi je vois un boulevard énorme à la médiation en santé, plein d'emplois au passage, pour la gériatrie. Combien de personnes âgées ne font pas leur parcours de soins, tout simplement parce qu'il y a le fossé numérique, impossible de prendre un rendez-vous quand on est une personne âgée, qu'on est un peu paumé dans l'ordinateur, la compréhension de notre système, qui est efficace, mais quand même très, très complexe. Et donc la médiation en santé doit couvrir tous les champs de la santé. Donc ce n'est pas uniquement, parce qu'on a eu tendance à la réduire uniquement à un sujet d'exclusion, donc on en faisait un peu une BA, donc il faut quand même quelques médiateurs. Bon, pour toi, c'est un vrai sujet de santé publique pour permettre à toute une population d'avoir accès à leur santé. C'est un vrai sujet de santé publique et c'est un vrai métier qui doit s'imposer à côté des autres métiers de santé. Ce qui veut donc dire formation, et en ce moment avec le collectif dont on va peut-être parler tout à l'heure, de toutes les personnes qui s'intéressent à la médiation en santé, on est en train de réfléchir à une espèce de base partagée par tous, du socle minimum de connaissances que les médiatrices et médiateurs en santé doivent avoir pour pouvoir faire ce métier, qui est un métier extrêmement complexe. Parce que tout à l'heure, je crois que c'est vous qui l'avez évoqué, il y a des pratiques de médiation en santé qui sont extrêmement diverses. Et il faut revendiquer cette diversité de la médiation en santé. Et alors, toi qui as de l'expérience, parce que dans ton service, ça existe depuis un bout de temps, c'est vécu comment parce que c'est un nouveau métier qui arrive. Et résistance, pas résistance, tu as eu comment ça se passe? Je vais passer la parole dans la vraie vie pour voir comment, effectivement, vous qui êtes médiatrice, comment vous le vivez. Je vais être cash, dans le début, ça s'est vécu dans la douleur. Parce que, nouvelle intervenante de santé, dont personne n'avait vraiment entendu, qu'est-ce que c'est que des médiateurs et des médiatrices en santé? En l'occurrence, c'était des médiatrices en santé. Et, alors je caricature un tout petit peu, mais pas tant que ça, elle s'est pris de plein fouet l'assistante sociale, un petit peu la psychologue, pas trop les médecins, mais parce qu'ils n'avaient peut-être pas encore très bien compris ce que c'était. Et pourquoi? Parce qu'un médiateur, une maîtrise en santé est à l'interface de tous ces métiers et doit avoir des connaissances, alors pas très étendues, mais des connaissances de tous ces métiers. Et du coup, l'assistante sociale l'a vu en disant, mais finalement, elle va faire la même chose que moi. Or, pas du tout. Peut-être qu'elle va prendre une petite partie de la charge de l'assistante sociale sur les choses simples, ce qui va libérer l'assistante sociale pour faire les choses plus complexes, ce qui est quand même beaucoup plus valorisant. Et donc la médiation en santé, ça valorise les autres soignants et c'est une aide considérable pour les patients et pour la collectivité, parce que tous ces parcours de soins ratés ou ralentis dont je parlais tout à l'heure, ça coûte, pour utiliser une phrase que tout le monde connaît bien, un pognon de dingue à la collectivité. Et je pense d'ailleurs que c'est une des sources de financement de la médiation en santé. Et donc on a la chance, Sénadout, tu es médiatrice en santé. Tout à fait. Et c'est intéressant, voilà. D'abord, raconte-nous comment on devient médiatrice. Pourquoi tout d'un coup médiatrice en santé? Est-ce que ça t'a paru clair comme fonction par rapport aux autres? Voilà. C'est quoi ce parcours? Oui, merci. Il faut dire que depuis le bas âge, j'ai toujours eu la fibre sociale, disons. J'aime aider naturellement. Et comme j'ai une formation à la base de professeur d'économie familiale et sociale, donc j'ai eu la chance de reprendre les études en santé publique à l'Institut de santé publique d'épidémiologie et de développement à Bordeaux 2. Et à la suite de l'obtention de Master 1 et Master 2, donc ça m'est venu tout naturellement avec ma fibre sociale et le concept d'aller vers. C'est ce qui m'a plu dans cela. D'autant que il y a tellement d'inégalités sociales et territoriales d'accès à la santé. Et agir à ce niveau, c'est aider dans une certaine mesure ces dépenses publiques dont on parle, de ces dépenses en santé, entre autres. Mais c'est surtout l'humain qui m'a attirée dans ce métier. C'est quoi les 3 compétences qu'il faut quand on est médiatrice finalement? Oui. C'est quoi ces 3 ressorts indispensables? Être humain. Être Je humain. commence par là. Ouais. Voilà, connaître le terrain, bien sûr, le système de santé, pour pouvoir aider, puisque
ce qui est fondamental dans ce métier, c'est de faire l'interface, le lien entre ces populations vulnérables et les professionnels de santé, ou en tout cas toutes les personnes qui gravitent autour du soin. Et est-ce que tu parles des professionnels et faire cette interface? Comment c'est vécu finalement dans ton exercice quotidien? C'est vécu, comme le dit Olivier, finalement, une fois qu'on a l'habitude, c'est vécu positivement, ou tu rencontres un certain nombre de difficultés et de résistances? Il faut dire qu'à chaque intervention, de la même façon qu'on aide, on apprend beaucoup. C'est ça le plus intéressant. Donc, du coup, ça ne peut pas être vécu comme étant négatif. C'est sûr, chaque métier a son poids, je sais, mental. Et les soignants ne me laissent pas dire le contraire, non? Voilà. Et c'est la même chose avec la médiation. Il y a une certaine charge mentale assez plus ou moins lourde à gérer, ça c'est sûr. Mais voir la personne évoluer, voir la personne prise en soin, voir la personne qui s'améliore, ça je crois que ça vaut le coup. Je vous invite à être médiateur. Et est-ce que tu as le sentiment qu'avec les professionnels de santé avec qui tu es en contact, finalement, tu arrives à les embarquer, ils y voient l'intérêt? Ou est-ce que toi, tu le vis avec de la résistance? Pas toujours. Beaucoup ne connaissent pas, franchement Ils ne connaissent pas. Oui, surtout les médecins, disons-le. Excusez-moi, au passage. Non, on a dit qu'on parlait cash. Ils ne cash. connaissent pas. Oui, certes. C'est vrai que ceux qui connaissent la médiation s'investissent à fond et même nous volent le concept d'aller vers. Ils ont leur bus de santé, maintenant se déplacent de façon ponctuelle, mais nous, c'est que nous le faisons au quotidien. Eux, ils le font de façon ponctuelle. Tu veux dire qu'il y a même la concurrence? Oui, plus ou moins. Et donc, il n'y a pas... Ceux qui ne connaissent pas, c'est parce que simplement, leur activité tournait autour du soin. Or, la médiation, c'est surtout qu'on prend l'humain dans sa globalité, l'aspect holistique de la santé. Ça veut dire que ce que tu es en train de dire, et je vais me retourner vers Aliane, parce qu'on parlait de docteur, tu es médecin, PH. Ça veut dire que ce qu'on est en train de nous dire, je suis docteur aussi, ça nous questionne en fait dans nos pratiques. C'est-à-dire que peut-être qu'on est trop dans l'organe et pas assez dans l'humain. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Alors du coup, moi, comme je viens aussi de la maladie infectieuse et du VIH, il y a peut-être aussi un biais, puisque notamment via cette pathologie, il y a eu quand même une prise en charge de l'humain et du patient dans sa globalité, ce qui fait que peut-être, c'est pour ça que les services de maladies infectieuses sont peut-être plus, informés de l'existence de la médiation en santé que d'autres services comme la gériatrie dont vous parliez tout à l'heure. Mais oui, effectivement, moi, en dehors de la maladie infectieuse et du centre de dépistage de là où je travaille, j'ai un exemple de gastro-entérologue qui ne savait pas ce que c'était et que le jour où le patient est venu en consultation avec le médiateur, enfin avec la médiatrice en l'occurrence, il a pensé que c'était un accompagnant privé du patient, et en fait il ne savait pas du tout que c'était une médiatrice qui était dans l'hôpital, et il ne connaissait pas du tout son rôle. Il était ravi parce qu'il m'a envoyé un mail en me disant c'est super, le patient il est arrivé avec cette médiatrice, avec cette personne qui a pu faire la traduction, qui a pu prendre d'autres rendez-vous, je vais le revoir dans 2 semaines, c'était super. Et je lui ai dit c'était pas du tout son amie, c'était une médiatrice qui est à l'hôpital, qui est là tous les mardis, et il n'était pas au courant. Donc, effectivement, il y a une méconnaissance de la part des professionnels, enfin en tout cas des médecins, de la médiation en santé. Oui. Avant de te reposer une question, tu as le même sentiment? C'est-à-dire que toi qui es à la fois médecin, maintenant qui as la vision avec ton association, est-ce que ce problème de la méconnaissance, c'est vraiment très important? Je pense qu'il y en a encore beaucoup de méconnaissance de la médiation en santé. Et donc, on gagne à en parler. C'est ce qu'on fait ce soir aussi. À Médecins du Monde, on s'y est mis assez tôt. Et notamment pour accompagner des personnes qui étaient en situation de mal logement. À Nantes, on a commencé là. Ensuite, on a vu
on a lutté et on a vu avec grand bonheur le fait que la médiation en santé a été inscrite dans la loi de 2016, ce qui était aussi important, une reconnaissance du moins législative par le système de santé, le fait que la haute autorité de santé ait également établi le cadre déontologique de l'exercice de la médiation en santé. Cela dit, il faut encore lutter pour que les différents acteurs du système de santé, donc le médecin, mais aussi les autres acteurs du système santé, aient une meilleure connaissance de la profession. À Médecins du Monde, vu l'étendue des activités et des projets, nous avons eu la chance d'apprendre à la mettre en place dans différentes conditions. Donc, autant dans des situations urbaines que dans des situations rurales, donc des personnes éloignées du système de santé du fait de la géographie, en Outre-mer, où parfois il y a une grande insuffisance des dispositifs de santé, et nos médiatrices et médiateurs en santé eux-mêmes sont issus de champs très différents. Donc nous avons des médiateurs et médiatrices qui sont professionnels de santé, nous avons des médiateurs et médiatrices qui sont issus du champ du social, et nous avons des médiateurs et des médiatrices qui font partie de ces communautés, des personnes concernées, donc par cet éloignement du système de santé. Et donc dans les faits, de manière opérationnelle, nous avons pu établir que ça marche, et donc effectivement le Covid-19 a donné... a poussé un petit peu en ce sens-là, et la mesure 27 du Ségur de la santé montre un intérêt très clair sur le sujet. Donc, c'est ça, ce que ça nous a montré sur notre expérience à Médecins du Monde, c'est effectivement la diversité de tout ce qui est médiation en santé, parce que les populations sont diverses, mais aussi parce que les territoires sont divers et qu'il faut une adaptation autant aux personnes qu'aux groupes de personnes, qu'aux spécificités de territoire, des spécificités géographiques, des spécificités de structure ou d'insuffisance de structure. Et donc pour ça, il y a encore un gros travail à faire effectivement pour la faire connaître. Et tu as l'impression que quand même, vous êtes tous les deux hospitaliers, je pose la question à vous deux, est-ce que vous avez l'impression que ça progresse? C'est-à-dire par rapport à ton expérience, tu as d'autres collègues où tu as du mal encore à ce que l'institution hospitalière, quand on discute avec le président de la CME, avec lui, est-ce que vous en parlez déjà et est-ce que tu sens qu'ils prennent le dossier à bras-le-corps? Alors non, du coup, c'est pas des sujets qui sont très abordés, et en fait, ces sujets vont être très chefs de service dépendants en fait. Ça va vraiment être de l'engagement, en tout cas moi de mon expérience, de ma chef de service qui connaît très bien la médiation en santé et qui a poussé pour qu'on ait des partenariats avec des associations et des médiateurs dans les murs. Et en fait, c'était des initiatives très très locales et finalement peu global, mais il y a le service social de notre hôpital qui justement a un partenariat avec une association, et il y a de la médiation en santé aussi au niveau du service social de l'hôpital, donc c'est des choses qui se font en tout cas chez nous. Et dans ce cas-là, c'est l'hôpital qui finance? Non. Non, c'est l'association. Je crois que l'hôpital met à disposition des locaux. Voilà. D'accord. Olivier? Alors ça progresse et finalement relativement vite. Et ce qui m'a fait très plaisir il y a quelques temps, c'est qu'un collègue d'un autre service qui ne connaissait pas bien la médiation en santé, mais qui a appris qu'on facilitait nos sorties d'hospitalisation grâce à notre médiatrice en santé. Et il m'a dit, mais c'est super, comment est-ce que tu as pu avoir ça? Donc ça veut dire que les collègues commencent à prendre conscience du bénéfice et de l'intérêt de la médiation en santé. Et alors là, on se heurte à une difficulté, c'est que quand je suis allé voir il y a quelques années notre directeur d'hôpital pour créer un poste de médiation en santé, d'abord il ne savait pas ce que c'était, bon je lui ai expliqué. Et la première question qu'il m'a dit, mais comment je fais pour créer un poste de médiation en santé? Parce que pour le moment, la fonction est reconnue par la loi de santé de janvier 2016, comme on l'a dit tout à l'heure, mais il n'y a pas de case métier, de case administrative métier pour créer un poste de médiation en santé. Donc on est obligé de bricoler avec des appellations diverses, et un des chemins qu'il va falloir faire, et assez vite, c'est créer un métier au répertoire des métiers qui va s'appeler médiateur, médiatrice de santé. Ça me fait penser, alors Irwan, on parle de moyens. Tu es très actif au niveau de l'ARS Nouvelle-Aquitaine sur ces sujets. Comment c'est appréhendé ce sujet par l'ARS? Et notamment, ça rejoint voilà, comment vous portez ces nouveaux métiers, comment on arrive à trouver et on accompagne les financements de ces nouveaux métiers? Moi, je pense que toutes les agences régionales de santé ont en tête, notamment dans leur programme régional d'accès à la prévention et aux soins, de développer la médiation en santé. Moi, juste pour donner l'exemple de la Nouvelle-Aquitaine, à partir de 2018, on commence à travailler avec la Fédération nationale des associations solidaires d'action des Tziganes et des gens du voyage, la FNASAT,
désolé, on m'a dit de ne pas donner d'acronyme, alors je développe le terme, pour développer des postes de médiateurs en santé pour aller vers les populations des communautés de gens du voyage, parce qu'on sait qu'elles renoncent aux soins. Arrive la Covid en 2020 et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, à Mulhouse, il y a un événement super propagateur, comme on dit, avec un rassemblement évangéliste. Et en fait, dans ce rassemblement, il y a plusieurs personnes issues de la communauté des gens du voyage qui reviennent en Nouvelle-Aquitaine et qui ont la Covid. Et en fait, là, il y a deux choix à cette époque-là, en mars, en urgence. Est-ce qu'on met des rubalises autour des aires d'accueil de gens du voyage ou est-ce qu'on va faire de la santé publique auprès de ces personnes? Et c'est ce choix-là qui a été fait. Il y avait peu de masques, il y avait peu de tests, mais le fait qu'il y ait des médiateurs qui fassent l'interface entre les médecins de l'ARS, les équipes de soins et les populations, ça a permis, je pense, d'être très utile à ce moment-là. Voilà. Donc ça, c'est un exemple précis. Il y en a d'autres par rapport à ça. Après, effectivement, il y a des freins, y compris le frein du modèle économique par rapport à la médiation en santé. Alors, pour l'instant, le modèle principal, c'est de le financer sur des subventions qu'on a du Fonds d'intervention régionale, du FIR, qui fait que c'est un modèle de subvention principalement à des associations, aussi à quelques établissements de santé, qui n'est pas forcément très pérenne. On est sur de l'annuel ou du pluriannuel. Et là c'est vrai qu'il y a une question, alors je ne sais pas si ce sera abordé dans la mission de Normandie sur la médiation, mais la question du modèle économique pour, entre guillemets, créer des communautés de pratiques solides qui installent les métiers, ça c'est une question pour avoir des financements plus pérennes, médico-sociaux, sanitaires, qui soient plus inscrits dans la durée, quoi. Enfin, je crois qu'il y a déjà beaucoup de données, c'est ce qui a été déjà montré tout à l'heure. Il y a aussi beaucoup de littérature qui montre que c'est efficace. Après, moi j'ai en tête le souvenir du plaidoyer pour développer la Housing First, le chez soi d'abord en France, qui montrait à la fois c'était mieux pour les personnes qui en bénéficiaient, les sans-abri, mais également c'était un coût médico-économique qui était intéressant pour le système. Et il y a encore cette réflexion-là de se dire, si on fait une bonne médiation en santé, si les familles ont confiance par rapport aux médiateurs, certainement il y a des coûts évités pour le système, des soins non programmés évités, des recours aux urgences moindres. Et donc ça, je pense que c'est un élément important du plaidoyer. Le conseil que tu nous donnes pour que demain on ait une évaluation efficace? 30 secondes. Super question, merci. C'est difficile de dire il y a une évaluation et une manière de faire. Ce qui est intéressant, et on l'a vu avec tous les projets qui sont présents, qui sont financés, etc., c'est qu'il y a une diversité en fait, de pratiques et de manières de faire de la médiation santé qui est extrêmement riche. Et c'est un peu comme la biodiversité, quoi. Plus il y en a, plus il y a de gens qui font de la médiation de manière différente sur plein de territoires, auprès de plein de types de publics, plus c'est riche et plus les choses circulent et on apprend de cette manière. Donc faire des évaluations qui repartent des actions concrètes, qui permettent de monter un petit peu en généralité, pas simplement se dire il faut intégrer à l'équation évidemment ce que ça permet d'éviter à la société, mais c'est pas uniquement ça, il faut aussi valoriser le travail de la médiation en santé et l'étudier en fait, pas que évaluer mais étudier un peu comment les choses se font et quelles valeurs elles ont, une valeur qui est parfois difficile à quantifier. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on travaille tous ensemble. Il y a une organisation entre toutes les associations, il y a des choses qui fonctionnent. On a créé l'été dernier un collectif qui s'appelle tout simplement le collectif pour la promotion de la médiation en santé, qui réunit, je crois qu'on est à 75 organismes différents, beaucoup des associations, notamment Médecins du Monde, mais également d'autres intervenants plus institutionnels. Et on essaie de faire, l'idée c'est de faire bloc pour porter un message commun, parce que la diversité des pratiques de médiation pourrait faire éclater ce métier en une espèce de puzzle d'un tas de petits métiers différents. Il faut qu'on fasse bloc pour présenter, maintenant qu'il faut qu'on rentre dans un vrai métier, dans une vraie profession de santé, pour présenter quelque chose de non pas d'homogène, parce qu'on veut garder cette diversité, mais quelque chose qui soit commun à tous ceux qui sont intéressés et qui pensent qu'il y a de l'avenir, et il y en a beaucoup à la médiation en santé. Très bien. On a un peu de temps pour prendre 2-3 questions. Bonjour, merci à vous. Sophie Beaupère, déléguée générale d'Unicancer. Moi, j'avais une question. Je me demandais combien il y avait de médiateurs en France, parce que ce n'est pas un dispositif en oncologie, finalement, qui est si répandu que ça, en tout cas dans les centres de lutte contre le cancer aujourd'hui. Et aussi, en oncologie, il y a un impact important de la littératie en santé, de la capacité à maîtriser les outils numériques par les patients. Et il y a des études qui montrent que cela même a un impact sur la survie des patients, le fait de maîtriser ou non les outils numériques. Et est-ce que vous avez un rôle
sur cette capacité à maîtriser les outils numériques, avoir accès à son dossier patient, etc. Merci. Oui, alors, je ne suis pas sûre qu'on connaisse véritablement le nombre de médiatrices ou de médiateurs en santé qu'il y a. Je ne sais pas si tous les gens qui font de la médiation en santé ont un poste intitulé médiateur ou médiatrice en santé, d'où ce combat aussi aujourd'hui pour professionnaliser le métier, pour qu'il soit clair et que ces missions soient claires. Et par ailleurs, la précarité du financement du métier, c'est ce que disait Erwan, elle-même est un obstacle pour pouvoir comptabiliser aujourd'hui le nombre de médiatrices ou de médiateurs en santé qui existent. Ça, c'est ma première réponse en y réfléchissant tout haut. La seconde, les médiateurs et médiatrices, effectivement, ont un accompagnement global à faire, connaissant de manière assez fine, parce qu'ils tissent ce lien de confiance avec les personnes, les conditions de vie des personnes, et donc les déterminants d'accès à la santé des personnes, et donc l'électronisme, le non-accès au numérique en fait partie. Effectivement, ils peuvent accompagner les personnes à s'autonomiser en ayant une meilleure perception du système de santé, mais ils ont un rôle fondamental, je pense qu'Olivier, tu vas renchérir dessus, ce sont des acteurs qui doivent faire remonter les dysfonctionnements qui existent au niveau des territoires, et le tout numérique aujourd'hui est un véritable dysfonctionnement dans certains territoires. Nous ne pouvons pas permettre le tout numérique qui est en soi un obstacle d'accès à la santé. Alors pour compléter ce que vient de dire Ouda, c'est impossible de savoir combien il y a de médiateurs ou médiatrices de santé en France, pour notamment la raison qu'a dit Ouda, c'est qu'il y en a plein qui font la médiation en santé mais qui ne le savent pas. Mais il y a aussi des métiers qui ont été créés comme ça de façon un petit peu parcellaire à droite et à gauche, justement pour répondre à ce besoin, ce qui est encore une fois la preuve qu'il y a un vrai besoin. Par exemple, des infirmières coordinatrices de parcours, elles font de la médiation en santé. C'est-à-dire qu'à terme, ça sera des médiateurs ou des médiatrices en santé. Et celles-là, on ne peut pas les comptabiliser actuellement comme médiateurs en santé parce qu'elles ne sont pas reconnues comme telles. Donc la bonne réponse, c'est qu'il y en a trop peu. Antoine Lazarus, médecin du Monde. Donc ma question concerne la santé mentale. Est-ce que vous intégrez la médiation en santé mentale dans les réflexions que vous avez, avec éventuellement le modèle de médiateur santé-père qui commencent à exister, qui sont, eux, financés par l'ARS, enfin, et qui sont payés par l'hôpital? Oui, vas-y, réponds. Et puis je donnerai un exemple, parce qu'on soutient une association qui est tout à fait dans ce domaine-là, avec la Barre Aidant, c'est l'association ARHM, avec Unicité, où on forme des jeunes. Enfin, ce sujet est absolument passionnant sur les jeunes, pour les jeunes qui ont des problèmes de santé mentale. C'est qui se tiers de confiance, qui me ressemble un peu, qui est capable de me parler, de m'aider, de m'orienter. Et ce qui est intéressant en plus, parce que dans les financements qu'on a pu faire, il y a une logique d'essaimage avec la possibilité au niveau de l'association de se développer dans cette logique de la paire aidance, qui est le premier échelon probablement de ce parcours de la médiation. C'est tous les travaux sur lesquels qu'on travaille avec le collectif et qu'on fait au niveau de la mission. Oui, alors juste pour répondre à ta question, la médiation en santé doit couvrir et va couvrir, il faut qu'elle couvre tous les champs de la santé, évidemment, la santé mentale, parce que c'est une forme de vulnérabilité. Il y a beaucoup de parcours de soins, et tout le monde le sait bien, il y a beaucoup de parcours de soins de santé mentale qui ne se font pas à cause de la vulnérabilité liée à la maladie même. Et ça ouvre cette question très importante dont parle Philippe, qui est, est-ce que les pères aidants et les pères éducateurs doivent être des médiateurs en santé? Alors, on ne va pas résoudre la question ici. Il y a un énorme problème qui est une qualité ou une compétence du médiateur en santé, qui est le décentrage. Est-ce qu'un père aidant a cette capacité de décentrage? Je n'ai pas une réponse très claire à ce sujet-là, mais c'est un champ qu'il va falloir aborder. Mais en pratique, ce sont des actions de médiation en santé. Très bien. Lorraine. Merci à tous pour ces Merci. interventions. Là, on peut applaudir regagner tous nos intervenants.